Bonjour à tous, je ne pensais pas qu'on allait me faire une présentation Guestar de ce type-là. Merci quand même, je n'ai pas l'habitude. Donc je vais essayer de vous faire une petite présentation, je vais pas prendre énormément de temps. Dans cette petite présentation, je vais vous présenter les problèmes, parce qu'il faut bien commencer par présenter les problèmes, et puis tout le reste, je pense, de la journée consistera à essayer de trouver des solutions. Voilà. C'est quand même quelque chose d'important. Donc, je pense que la plupart des personnes qui sont dans cette salle connaissent la problématique énergétique des îles, mais c'est toujours bon de faire un petit rappel. Donc je vais vous parler un peu des réseaux insulaires, pourquoi les îles se distinguent un petit peu, je dirais, des continents d'un point de vue énergétique. Je ne parlerai que de l'aspect énergétique, bien évidemment. Et puis en quoi l'intégration, c'est quelque chose d'important sur lequel on travaille beaucoup à l'université. En quoi l'intégration des énergies intermittentes à l'intérieur de ces îles est parfois un peu plus problématique qu'ailleurs. Petit problème technique, on va résoudre. Très bon, super. Alors d'abord, pourquoi les îles? Alors, c'est pas le fait d'être... J'essaie toujours de faire attention qu'on ne dise pas qu'on est un peu trop nombriliste et qu'on s'intéresse qu'à nous. Non, en fait, le problème est assez simple. Il y a énormément d'îles dans le monde. Vous pouvez le voir sur cette présentation ici, qui représente une population quand même très très importante. Je suis obligé de me baisser parce que j'ai pas une très bonne vue. Peut-être je vais m'asseoir. Ça va être un peu plus simple pour moi, je pense. À peu près 730 millions d'insulaires, 11% de la population mondiale. Donc ça montre quand même que cette problématique est très importante et concerne des îles qui sont, comme vous le voyez sur la carte, réparties à travers le monde. Et c'est un sujet très intéressant pour les chercheurs parce que ces îles sont soumises à des conditions climatiques qui sont très différentes les unes des autres. Et donc c'est toujours un plaisir de travailler sur différentes îles. Et puis vous en aurez l'occasion de voir mon collègue et ami grec tout à l'heure qui présentera ces problématiques à lui. Alors, la Corse, vous le savez, la plupart des îles sont désignées au niveau de la législation française comme des zones non interconnectées, ce qu'on appelle des ZNI. La plupart d'entre elles ne sont pas connectées entièrement, mais vous le savez, dans le cas par exemple de la Corse, on est partiellement connecté, mais je ne rentrerai pas dans les détails, parce que je sais qu'il y a une présentation qui sera réalisée tout à l'heure sur la problématique plus spécifique de la Corse. Donc, ce terme de zone non interconnectée ne concerne pas nécessairement que les îles d'ailleurs, puisque certaines zones non interconnectées ne sont pas des zones insulaires. Alors la problématique dont je vais vous parler très rapidement, les deux problèmes essentiels, c'est que les coûts de production de l'énergie sont plus élevés et j'essaierai de vous expliquer pourquoi. On a un mix énergétique très carboné, j'essaierai de vous expliquer également pourquoi. Et parfois, c'est beaucoup plus compliqué quand on est tout seul et qu'on ne peut pas trop échanger avec nos voisins, d'avoir une autonomie énergétique. Et donc, c'est une complexité beaucoup plus élevée. Alors, d'abord, première chose on entend souvent parler que dans les îles, il y a du diesel. Le diesel, c'est pas bien, mais je pense que peut-être pas tout le monde sait pourquoi il y a du diesel dans les îles. Il y a une raison technique, ce n'est pas une raison purement politique. L'idée principale, c'est que, comme vous le savez, il y a très peu de liens, ou pas de liens du tout d'ailleurs, entre les îles et les continents. On a un problème très souvent de taille. Enfin, quand je dis problème de taille, c'est-à-dire qu'on a une faible population et très souvent des variations, comme vous pouvez le voir sur la courbe derrière, des variations de consommation très importantes. Je parle sous le contrôle de Vincent, directeur d'EDF, j'espère que je ne dis pas de bêtises, tu me diras, avec des variations de consommation très importantes au cours de l'année. Vous avez en bas la courbe de consommation la plus faible, c'est à peu près au mois de mai. Pourquoi au mois de mai? Parce qu'il n'y a plus besoin de chauffer et les touristes ne sont pas encore arrivés, donc c'est la période où on consomme le moins. Et puis vous avez en haut la courbe de consommation la plus importante. Et ça, c'est compliqué pour le gestionnaire d'énergie, d'électricité, d'avoir de telles variations. Et puis vous constatez également, ce qui est pas négligeable non plus, c'est qu'au cours de la journée, on a des variations importantes aussi. Alors ça, vous verrez peut-être pourquoi tout à l'heure. Donc, du fait d'avoir des variations aussi importantes, on est obligé d'utiliser des petits générateurs électriques dans les îles.
Et puis on n'a pas tellement le choix, parce que des petits générateurs électriques, on n'a pas énormément de choix, et les plus adaptés, je dirais, sur cette problématique, ben, ce sont malheureusement les générateurs diesel ou générateurs à gaz, mais on va pas parler de la problématique du gaz pour l'instant sur la Corse. Autre problème, quand on a des petits réseaux, comme si on perd un générateur, c'est-à-dire problème de maintenance sur un générateur, problème de panne, ça va créer des perturbations importantes. Et puis très souvent, comme le réseau est petit, plus il est petit, plus il est instable et plus la qualité de l'électricité est faible. On a une surspécialisation de l'économie, vous la connaissez, c'est pas un problème purement énergétique. D'ailleurs, on le retrouve en Corse, mais alors énormément, que ce soit au niveau des déchets, l'alimentaire, etc., avec des fortes variations entre l'été et l'hiver. On ne va pas revenir là-dessus, tout le monde est au courant. Alors, quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans les îles françaises, certaines îles françaises, désolé, j'ai pas mis les îles bretonnes, tu m'excuseras. Vous voyez que le coût de production est un coût qui a une moyenne de 257 € par mégawattheure. Ce sont des chiffres, je crois, qui datent d'il y a 1 an ou 2. Je crois que là, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est un peu difficile de savoir ce qui va se passer. Avec des îles où c'est encore pire. Hein. Vous avez Saint-Pierre et Miquelon. Bon, c'est peut-être une île un peu particulière où les coûts d'électricité sont énormes. Si on regarde à peu près le coût de production moyen en France, on s'aperçoit qu'il y a une très très grand écart et on a à peu près un facteur 5 en moyenne sur les îles. Un peu moins en Corse parce que parmi les îles françaises, c'est peut-être en Corse qu'on produit au coût le moins élevé. Si on regarde maintenant le mix énergétique, c'est-à-dire la répartition en moyens de production, tout ce qui est en gris là, c'est des énergies fossiles et on constate qu'il y a effectivement eu 70% à peu près de l'énergie sur l'ensemble des îles qui vient des énergies fossiles. En Corse, on parle d'à peu près un tiers. On a parfois tendance à oublier quand même que le câble qui nous relie à l'Italie, c'est aussi de l'énergie fossile. Il ne faudrait peut-être pas trop l'oublier parce que souvent on parle du câble comme étant une énergie propre, mais elle n'est pas beaucoup plus propre que celle qui viennent des générateurs. Et donc on a une empreinte carbone, le président de l'AUE en a parlé tout à l'heure, qui est énorme, entre 7 et 15 fois plus élevée que sur le continent. D'où encore un intérêt plus important de faire appel à des énergies moins polluantes, je dirais. Alors les énergies renouvelables, simplement leur problème, et c'est ce sur quoi nous travaillons nous ici sur l'université, c'est son intermittence. Alors l'intermittence c'est une chose, j'aime bien dire aussi qu'elles sont aléatoires, c'est encore plus problématique parce que le fait, si vous voulez, qu'elles varient en permanence, c'est un problème, mais le problème c'est surtout qu'on ne sait pas comment elles vont varier. C'est bien ça la problématique. Donc simplement 2 exemples ici sur 4 journées où vous voyez la variation à la fois du photovoltaïque, bon je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas là pour vous faire un cours, ou sur de l'éolien avec de très très fortes variations. D'un point de vue hydraulique, c'est pareil. Là, vous avez la répartition de l'hydraulique sur plusieurs années. C'est une intermittence à une autre échelle, je dirais, mais vous voyez encore une fois qu'on a des variations de, comment dirais-je, de potentialité hydraulique qui varient énormément d'une année sur l'autre. On est bien placé cette année d'ailleurs pour le savoir. Et tout ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce que déjà, quand on a des moyens de production d'électricité qu'on contrôle, c'est pas évident de maintenir un équilibre. Mais quand en plus on a des moyens de production qu'on ne contrôle pas, là, la tâche est encore plus compliquée. Donc en gros, il va falloir, si on veut faire une intégration massive de ces énergies intermittentes sur les réseaux, eh bien, il va falloir lutter contre cette variabilité qui est d'autant plus importante dans les îles. On appelle ça le phénomène de foisonnement. L'idée, c'est que sur un petit territoire, vous êtes en général soumis aux mêmes conditions de vent et aux mêmes conditions d'ensoleillement. Et donc, soit tout fonctionne en même temps, soit rien ne fonctionne. Alors que quand vous êtes sur un réseau interconnecté comme le réseau européen, vous pouvez toujours vous dire que si vous avez des éoliennes en Hollande, en Italie et en Espagne, vous aurez toujours d'une certaine manière un tiers de ces éoliennes au moins qui vont tourner. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Et puis elles fonctionneront rarement tout en même temps, elles s'arrêteront rarement tout en même temps. Ça facilite quand même beaucoup la vie. Et ça, c'est une facilité que nous n'avons pas malheureusement sur les territoires insulaires. Et puis prendre en compte, c'est aussi la moindre résilience de ces petits réseaux. Alors, pour continuer à augmenter la part des énergies intermittentes, parce qu'on ne peut pas en mettre tant que ça, parce qu'on ne les contrôle pas, pour simplifier, il y a 3 choses à faire. Ces 3 choses à faire, c'est reconnu aujourd'hui mondialement. Ces 3 choses à faire en parallèle, c'est pas l'un après l'autre, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les 3 à faire en même temps. C'est développer des réseaux intelligents, je vous en reparlerai un petit peu tout à l'heure. C'est développer des moyens de stockage d'énergie, et ça, c'est un domaine de recherche actuellement dans les énergies renouvelables qui est primordial. Et puis, c'est également utiliser
des modèles pour prédire ce qui va se passer, pour prédire la production, pour prédire la consommation, parce que quand on arrive à anticiper les événements, en anticipant les événements, on arrive plus facilement à les gérer. Ça, c'est quelque chose d'important et c'est aussi un des domaines essentiels sur lesquels nous travaillons ici sur Ajaccio. Donc, le stockage et la prévision des moyens d'énergie, de la production d'énergie, va permettre une meilleure gestion de ces réseaux, va permettre de moins déconnecter aussi nos systèmes, parce que si on sait à l'avance ce qu'ils vont produire, on va pouvoir optimiser un petit peu tout ça, de diminuer aussi les surcoûts, ça, je vais en parler aussi dans les micro-réseaux tout à l'heure. Et puis d'augmenter, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, je pense, la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique, à la fois sur les continents, mais surtout dans les îles, où les choses sont, comme vous l'avez vu, beaucoup plus compliquées. Petit historique, voilà vers quoi on va. Je pense que c'est ce vers quoi on va. Les réseaux de demain, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a des grosses centrales, que ce soit du nucléaire, enfin je parle de manière générale, attention, on a du nucléaire, des centrales charbon, un petit peu tout ce qu'on veut, qui envoient, qui sont là, des gros moyens de production. On va de plus en plus, et ça sera, je pense, ce qui va se passer dans le futur proche, plutôt des petits moyens de production répartis un peu partout. Maintenant, quelques gros systèmes, mais on va plutôt aller, chacun va se mettre un petit peu à produire sa propre énergie. Aujourd'hui, quand on transmet de l'électricité, vous avez un centre qui produit et puis des gens qui reçoivent l'électricité. C'est aussi bête que ça. Et puis aujourd'hui, vers quoi on va? Et c'est vers ça qu'on va pour les micro-réseaux. On va décentraliser cette production. C'est-à-dire chacun va envoyer un peu de l'électricité, va en recevoir, va en prendre, va en envoyer aux voisins. Bon, la législation aujourd'hui ne le permet pas trop, mais je pense qu'elle va quand même assez rapidement évoluer. Au niveau de la distribution, au lieu de faire circuler des quantités énormes d'électricité sur des réseaux, ce qui coûte très très cher, on va essayer, comme les gens vont essayer de produire eux-mêmes leur électricité, on va moins en transporter, donc ça va coûter moins cher de les transporter, les réseaux seront moins chers, la maintenance sera moins chère, et normalement nous devrions tous y gagner, à la fois les producteurs mais aussi les consommateurs. Mais pour faire ça, on va avoir besoin de l'aide de nos collègues informaticiens, etc., parce qu'il va falloir énormément échanger de données. C'est entre autres pour ça que vous entendez beaucoup parler actuellement de compteurs intelligents, où vous avez besoin de connaître, d'avoir beaucoup plus d'informations. Et puis les consommateurs, jusqu'à maintenant les consommateurs sont assez passifs, ils reçoivent leur électricité, ils l'utilisent tant bien que mal. Et puis là, dans le futur proche, mais déjà aujourd'hui, quand je dis futur, c'est même déjà aujourd'hui, chacun va produire et consommer. Et donc ça, c'est le développement de ce qu'on appelle donc les nouveaux réseaux, et sur lesquels il va falloir optimiser tout ça, et on en parlera probablement à la table ronde. Ce sont des choses sur lesquelles nous travaillons à l'université. Rapidement, qu'est-ce qu'on fait à l'université? Je vais marquer notre université là-dedans, qu'est-ce qu'elle fait? Donc on essaye de travailler beaucoup sur la prédiction de l'intermittence, essayer de prendre en compte cette intermittence, c'est ça qui nous pose un problème aujourd'hui et qui limite, je dirais, l'utilisation de ces énergies sur les réseaux électriques, et puis de les intégrer dans des micro-réseaux, qui soient insulaires ou pas d'ailleurs, ça peut même être à l'échelle d'un petit village, ça peut être à l'échelle de quelque chose de beaucoup plus petit. Donc là vous avez des photos, une photo générale, je dirais, du laboratoire de l'Université de Corse et du CNRS qui se trouve sur Ajaccio. On a deux plateformes pour faire ça. On a une plateforme qui s'appelle PaliaOrb, et sur laquelle on a un micro-réseau, donc je ne vais pas rentrer dans les détails des chiffres, mais on a des capteurs photovoltaïques, comme vous le voyez, un petit peu répartis partout. Et puis, de différentes technologies, etc., mais ce n'est pas ça vraiment le plus intéressant. On a différents moyens de stockage. Alors, on en parlera peut-être plus, on a des batteries, on a de l'hydrogène, on a des volants d'inertie, on a des micro-steps. Et vous verrez que ce n'est pas évident de gérer tout ça ensemble, et puis beaucoup de charges électriques. Et qu'est-ce qu'on fait? Là, vous avez notre étudiante qu'on a en commun avec Anto, qui essaye de trouver des algorithmes, qui essaye de générer des algorithmes pour contrôler tout ça de la manière la plus smart possible, c'est un mot très à la mode, plus intelligente. Pourquoi? Pour essayer d'avoir une électricité la moins chère possible, la plus verte possible. On peut se poser un tas de contraintes de cette manière-là. Et on va développer ces algorithmes, essayer de gérer tout ça. Et ça, c'est franchement, aujourd'hui, l'avenir et le futur. Mais le futur, quand je parle du futur, c'est pas du futur dans 50 ans, dans 60 ans. C'est du futur dans les 4-5 ans qui viennent. Je pense que je ne me tromperai pas en disant ça. On a une seconde plateforme, Myrt, qui est peut-être plus connue que PaliaOrb, sur laquelle on travaille énormément sur un stockage spécifique à base d'hydrogène. Tout à l'heure, certains en ont parlé, où on va coupler, parmi tous les moyens de stockage d'énergie
existants. L'hydrogène est un moyen de stockage efficace aujourd'hui dans certains domaines, je dirais, dans une certaine gamme de temps de stockage. Et donc, effectivement, l'université dès le début de l'hydrogène, s'est lancée là-dedans. Et on a la chance d'avoir également cette plateforme qui continue à être améliorée. Il y a une troisième phase aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on continue à améliorer ça. Le but, c'est aussi donc de stocker l'énergie, mais c'est aussi de lisser la production. Parce que, vous le savez, le problème des énergies intermittentes, ça bouge dans tous les sens. Le gestionnaire du réseau électrique n'aime pas trop ces énergies qui bougent dans tous les sens. Et on va essayer de lui envoyer, je dirais, un signal qui va lui convenir un peu plus, et surtout avec une production qui est anticipée. Donc, bon, l'avantage des piles à combustible aussi, c'est qu'on peut y produire de la chaleur. On a eu un gros projet, peut-être le plus beau projet que j'ai fait dans ma carrière, je l'avoue, et je ne vais pas beaucoup en parler parce que mon ami Dimitris, qui va prendre la parole tout à l'heure, va vous le présenter. C'est une île grecque. C'est un projet européen que l'on a fait où on a mis un micro-réseau sur une île grecque avec, vous le voyez, du photovoltaïque, de l'éolien, et puis une nouvelle technologie, enfin une nouvelle, relativement nouvelle, je fais attention quand je dis ça, parce que les informaticiens, on n'a pas la même notion de choses nouveaux, des batteries au sodium, enfin d'une nouvelle technologie, peu importe, et surtout une gestion intelligente de l'énergie. Et qu'est-ce que nous, on a fait là-dedans? Nous, on s'est occupé, avec mes deux collègues qui sont devant là, on s'est occupé de la prévision du rayonnement solaire, prévoir à l'avance, c'est-à-dire que tout est géré de manière autonome, et on arrive à atteindre sur l'année une autonomie de l'ordre de 70%, je dirais, des quantités d'énergie. Donc en gros, les zones non interconnectées ont des réseaux électriques qui sont peu résilients, très coûteux et carbonés, comme vous l'avez vu. L'avantage, le président de l'AUE l'a bien expliqué tout à l'heure, donc je ne vais pas y revenir, de mettre des énergies renouvelables là-dedans, ça a des avantages énormes, à la fois d'un point de vue au niveau de la société, au niveau environnemental, etc. Et puis, ce que nous essayons modestement de faire, c'est d'essayer de trouver des gestions optimisées, d'optimiser un petit peu le fonctionnement de tout ça, qui n'est pas très très simple, mais qui est quelque chose de passionnant. Et puis quelque chose quand même auquel je tiens, c'est très compliqué, c'est beaucoup plus compliqué de gérer l'électricité dans les îles qu'ailleurs. Et souvent on prend les îles comme des laboratoires, parce que si on résout les problèmes dans les îles, si on résout les problèmes électriques, mais pas seulement électriques, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, si on résout les problèmes dans les îles, on les résoudra partout, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans le sens inverse. Et très souvent, il y a une avance, on a une certaine avance dans les îles, que ce soit les chercheurs qui y travaillent et les gestionnaires d'électricité qui sont là, et c'est important. Et pour faire plaisir en particulier à Marie-Laure qui est dans la pièce qui se cache, je ne voulais pas oublier en disant que bien sûr, toujours pareil, que la meilleure énergie c'est celle qu'on ne consomme pas. C'est un sujet très très à la mode, il n'était pas prévu qu'elle soit aussi à la mode quand on a prévu de faire cette journée, mais c'est bien évidemment, avant de savoir comment on va produire cette énergie, d'essayer de se débrouiller pour en consommer, je dirais, le moins possible. Voilà, merci. Et bon, ça a été bref, mais j'essaie de pas être trop long. Merci.